Mika NAB Show, deuxième épisode. Comment ça va, Mika? Bah écoute, ça va, plein de choses à dire, donc content que cette émission arrive. Ouais, désolé, j'ai un petit peu la coque cassée. Je viens de rentrer d'un sacré week-end en Hollande. On se retrouve pour l'actualité. On va démarrer par la nouvelle du jour. Le retour, enfin, c'est Rudo qui veut faire son retour et qui défie Volkanovski pour tenter d'aller chercher une troisième ceinture. Ça t'excite pas? Bah, c'est pas que ça. Déjà, c'est des catégories qui m'ont, entre guillemets, rarement excité, dans le sens où elles ont toujours été très peu disputées. Je parle de la catégorie Acerudo. Ouais. La 58 kilos, à l'époque où il y avait Demetrius Johnson, ouais, c'était vraiment une caté que je regardais, puisque Demetrius, c'est un ovni. Mais si tu regardes bien sur l'ensemble des combats, ça a jamais été hyper disputé. Ensuite, à 61 kilos, c'est déjà mieux, tu vois. Il y a déjà eu beaucoup plus de combats intéressants, etc. Ensuite, Cerudo, bah, il a fait le hold-up parfait. Il a fait la ceinture contre Dominic Cruz qui revenait de blessure parce que je sais plus qui était blessé, etc. Donc, il a réussi à prendre les deux ceintures. Derrière, il prend sa retraite. Et là, il revient un peu sur les réseaux, puisque pour l'instant, c'est sur les réseaux, et il trash talk Volkanovski pour un retour à 66 kilos pour réaliser ce que personne n'a fait à l'UFC, c'est-à-dire prendre 3 ceintures dans 3 catégories différentes. Donc entre guillemets, vraiment pour le panache, pour le défi, pour tout ça, bah, c'est magnifique, puisque Cerudo, c'est quand même un grand champion, faut dire ce qui est, même si je trouve que pour revenir à l'histoire et à la manière dont il a pris la ceinture à Dimitrius, bah, je trouvais que Dimitrius méritait de garder sa ceinture, mais peu importe. Après, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il puisse battre Volkanovski. J'ai des gros doutes sur le fait que ça puisse être intéressant, un combat comme celui-là, parce que pour moi, il y a vraiment une grosse différence de poids, même si en réalité, entre moins de 58 et moins de 66, au final, ça revient à faire 70-77. Mais on sait que morphologiquement, sur Cerudo, il n'est pas fait de la même manière qu'un Volkanovski. Il est beaucoup plus petit. Voilà. Après, je suis vraiment pas sûr que Cerudo puisse faire quelque chose sur Volkanovski. Ça fait plus d'1 an et demi, je crois qu'il a la retraite, voire presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Donc en vrai, pour le sport, pour le défi et tout, c'est un combat que je regarderais, parce que voilà, c'est quand même grandiose. Mais après, sur l'intérêt sportif, en réalité, j'ai du mal à croire que Cerudo puisse faire quelque chose face à Volkanovski. Ouais, il a dit dans une interview que là, il est actuellement à 75 kilos. En gros, il a 11 kilos de plus du poids des featherweight. Mais après, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que 9 kilos de plus. Comment? 9 kilos de plus. Ouais, 9 kilos de plus, excuse-moi, je suis pas bon en maths. Après, moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'a pas le respect qu'il doit avoir, Cerudo. Je pense que c'est dû au fait que lorsqu'il était champion des 61 kilos, la catégorie n'était pas disputée comme elle l'est actuellement, tu vois. Et en fait, il y a Dana White qui a fait comprendre dans un interview qu'il n'était pas trop chaud. En gros, qu'il n'a pas donné suite. D'un côté, je peux comprendre parce que là, il y a Max Holloway il y a Rodriguez qui était programmé, donc c'est un petit peu une sorte de petite finale. Mais après, là où je respecte Cerudo, c'est que tu vois que là, en fait, en allant défier Volkanovski, il ne cherche pas le money cash. Tu sais que c'est vraiment pour l'intérêt sportif, tu vois, pour le défi, parce qu'en vrai de vrai, voilà, les deux, c'est pas des gros vendeurs, tu vois. Et il a dit dans une interview aussi qu'en gros, il avait vraiment envie d'aller faire cet exploit-là. Et en gros, et après, il a un petit peu, entre guillemets, manqué de respect à Georges Saint-Pierre en disant que je ne choisis pas la facilité, comme Georges Saint-Pierre a fait avec Bisping. Et en gros, c'est là où j'ai du respect envers lui, parce que voilà, c'est vraiment un défi. C'est vraiment pour intérêt sportif. Ouais. Et après, en vrai de vrai, ça va pas vraiment servir à l'UFC de le faire revenir, parce qu'on sait très bien que s'il prend la ceinture et qu'il fait le triplé, il va pas la défendre derrière, et je pense qu'il va directement retourner à la retraite. Mais en tout cas, ce serait peut-être beau à voir. Bah, ouais, d'un point de vue personnel, c'est fou. Après, faut pas oublier que Georges Saint-Pierre, c'est quand même pas Cerudo en termes d'image pour l'UFC, en termes de vente, en termes de combat. Mais après, je le rejoins quand même sur le fait que le combat Georges Saint-Pierre-Bisping pour la ceinture des 84,
c'est pas la même. Bisping était beaucoup plus accessible pour Georges St-Pierre que Volkanovski pour Cerudo. C'est une évidence. On va passer au sujet suivant. Manon Fiorot qui devait faire son combat lors de l'UFC 266, finalement, qui n'a pas pu le faire et qui a été reporté 3 semaines après, dont ce week-end. Elle affrontera toujours la même adversaire, Mera Bueno Silva. C'est un petit peu dommage parce que là, même si elle est en main card, c'est un petit UFC Fight Night, ça va pas être la même exposition que d'être sur un prélim sur un UFC numéroté. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que dans le prélims, en fin de prélims, on avait quand même Dan Hooker contre Nasrat. Tu vois, c'était un combat que beaucoup de personnes voulaient regarder. C'était en vrai, tu as tout dit. Sur le côté médiatique, exposition, valait mieux être sur la prélims UFC 266 que sur la main card d'un UFC Fight Night. Et encore, il y a des UFC Fight Night qui sont très intéressants. Bien sûr. Pour le coup, celui-là, il est quand même pas, il est pas fou, il est pas folichon. Ouais, niveau expression, il est pas fou. Ouais. C'est un peu comme celui de ce week-end, il était quand même vraiment pas fou. On a vu un nouveau poids lourd là qui est au même titre qui peut rivaliser avec Dokos et tout. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour Manon, c'est dommage. Après, elle était positive au Covid, asymptomatique. L'essentiel c'est quand même qu'elle combatte parce que ça aurait pu être une prépa pour rien. Donc c'est quand même bien déjà qu'elle puisse combattre. Normalement, comme on l'avait dit, pour elle se dirige normalement vers une 3e victoire. Je pense que son adversaire était à sa portée. Et après, comme on en parlait la dernière fois, je sais plus si c'était lors du podcast ou d'une émission, mais après ça va lui ouvrir des portes normalement pour aller commencer à attaquer le top 10 parce que la KT féminine n'est pas non plus hyper fournie, même si c'est la division la plus on va dire la plus disputée chez les féminines. C'est quand même là va pouvoir commencer à aller chercher des adversaires qui peut-être sont classés dans le top 10. Donc c'est intéressant. C'est ce qu'elle avait dit dans l'interview qu'elle souhaitait finir l'adversaire et après aller call out en top 10. Je pense que là, on va passer à l'officialisation de Ngannou vs Gane pour le 22 janvier sur la même carte que Whittaker et Israel Adesanya. C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'espérais vraiment que ça se fasse à Paris. Finalement, je pense que ça va se faire à Vegas. Je crois que il me semble que ça n'a pas été encore confirmé, mais il me semble que ça va se faire à Vegas. Gros combat en perspective, Mika, non? Gros combat. Après, je pense que l'UFC essaye toujours peut-être de travailler en coulisses pour que ça se fasse à Paris. Aussi, ouais. Et qu'ils ont déjà leur point de chute à Vegas. Alors déjà sur la carte, c'est magnifique parce qu'on a 2 ceintures et c'est des ceintures de fou. Ngannou Gane, on peut pas en rêver mieux, ça fait longtemps qu'on le demande. Pareil, ça on avait dit que certainement ça se ferait sur l'UFC 271 et c'est le cas. Et derrière, tu as Adesanya face à Whittaker, c'est pareil. S'il y a bien quelqu'un qui peut battre Adesanya, c'est Whittaker. Donc déjà, pour ces 2 combats-là, je pense que le combat est plus que vendu, la carte est plus qu'une. En fait, on va commencer le début d'année aussi fort qu'on finit la fin d'année. Maintenant, sur le combat Gane-Ngannou, j'ai déjà parlé beaucoup à ce sujet. Je continue à parler parce que c'est un combat qui m'intéresse, c'est un combat que tout le monde a envie de voir. Et après, faut pas oublier qu'il y aura qu'une réalité, ça sera celle du combat et celle du jour J, puisqu'on peut débattre, parler, etc. Mais ça reste que des suppositions sur ce que les uns et les autres ont fait pendant leur combat. Donc voilà. Après, pour le MMA français, ça serait mieux que Cyril gagne parce que il va apporter une nouvelle dimension au MMA français. Et là, cette fois-ci, ça sera un champion incontesté. Après, moi, qui connais personnellement Ngannou et qui l'ai vu depuis les débuts, son histoire mérite aussi de faire de lui un grand champion. Et jusqu'à maintenant, il a su renaître de ses cendres. Il a su remettre, parce qu'il a eu 2 défaites qui étaient quand même compliquées à gérer dans sa carrière, un changement de gym. Voilà, il a été plus que traité ou maltraité sur les réseaux, entre guillemets. Donc voilà, après, il y a le cœur, la raison. Et puis après, il y a les performances sportives. Mais ça va être un gros combat. Après, sur le combat, sur le côté tactique et technique du combat, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, je pense qu'on va pas avoir un combat où il y aura beaucoup de lutte. Je pense qu'on n'aura pas un combat où il va y avoir beaucoup de phases de sol. Peut-être un peu de cash control. Et même ça
Ça serait plus en fin de combat. Même ça m'étonnerait, ouais. Parce que même Cyril l'a dit dans une interview, je crois, pour Fight Nation. Il a dit qu'en gros, il ne nous a pas non plus vendu du rêve. Il a dit que ça va être en gros le puncher, Ngannou contre le fight IQ, contre l'intelligence. Et je pense que Cyril, voilà, il est entre guillemets nouveau dans le game. Je pense qu'il ne va pas prendre de risque. Je pense qu'on ne va pas avoir grand chose de nouveau pour Cyril. Peut-être à la rigueur, s'il y a vraiment du nouveau, ça va être du côté de Ngannou. Mais je pense que Cyril, voilà, il va arriver avec ses armes. Il a dit lui-même, il va arriver avec ses armes, avec son striking, son intelligence de combat. Et j'ai hâte de voir le combat parce que voilà, pour l'histoire qu'il y a derrière, pour le drama. Mais au niveau technique, je ne m'attends pas à voir. J'aimerais voir quand même voir dans quel état d'esprit va arriver Ngannou. Parce que voilà, on sait que toutes les histoires qu'il y a avec Lopez, tu vois, et je pense que ça va peut-être l'atteindre psychologiquement. Mais sinon, après, au niveau point de vue tactique, je ne m'attends pas à voir grand-chose. Maintenant, Ngannou, il a déjà fait 2 ceintures, il en a arrêté une. Il a quand même été au bout des 5 rounds. La deuxième, on a vu un Ngannou transformé. Niveau fight QI, parce que souvent on parle de ça, du fight IQ, où on dit ouais, Ngannou, il n'est pas intelligent, c'est un bourrin et tout. Franchement, je dis quand même attention à pas sous-estimer sa capacité à suivre un game plan, parce que face à Miocic 2, on a vu qu'il était capable de le faire. De la même manière qu'on a vu quelque part que ce que Lopez malheureusement a réussi avec Ngannou, aux États-Unis, ils ont réussi à le faire avec Ngannou. Tu vois, le Ngannou qu'on a vu contre Miocic 2, c'est une version qui est totalement transformée. Et à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux sur une réalité, c'est que Ngannou aux États-Unis s'est transformé. C'est une version supérieure, c'est une version bien meilleure que ce qu'il était quand il a affronté bien sûr. pour la première fois. Donc, on peut quand même à un moment donné aussi se dire, attention, c'est vrai, Lopez a du génie, il a fait monter Gain et tout, donc ça, c'est très bien. Mais attention, il y a aussi peut-être un palier qu'il n'a pas su franchir avec Francis, que les Américains ont réussi à faire avec Francis. Et donc, on peut aussi se dire que de l'autre côté, il y a des gars qui travaillent pour ce combat et qui vont mettre en place une stratégie que Francis va certainement suivre parce qu'on l'a vu, il sait suivre des stratégies. Donc, attention à ne pas le prendre non plus pour ce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'est pas sûr, un bagarre. On ne peut pas sous-estimer après. Je ne sais pas s'il a cette capacité à vraiment suivre un game plan complet. Parce qu'en vrai de vrai, tous ces combats, il les a finis de la même manière. Sans dénigrer. Hein. Tous ces combats, il les a finis de la même manière. Et le seul combat, on va dire, où il est arrivé avec son calme, c'était contre Miocic 2, là, en mars dernier. Et en fait, j'ai l'impression que c'était plus un combat contre lui-même, tu vois. Parce que voilà, il a pris Kamaru Usman dans son coin, qu'il a un peu servi de. Excuse-moi, j'ai mon réveil qui sonne. Qu'il a un peu servi de préparateur mental, tu vois. Et en fait, après son combat contre Miocic en 2018, il s'est écoulé au moins 5 combats, je crois. Et il les a tous finis de la même manière. Tu vois, c'était vraiment. Lorsqu'il est arrivé contre Miocic, je pense qu'il a dû revisionner le combat en 2018, voir toutes les erreurs qu'il a fait. Et là, on a vu un Ngannou 2.0, tu vois. Mais si on avait vu un Ngannou 2.0 lors du combat contre Derrick Lewis, là, j'aurais dit attention, là, il est dangereux. Mais quand tu regardes son combat contre Derrick Lewis, contre Curtis Blade, contre Ken Velasquez, contre Junior Dos Santos et contre Jairzinho, c'est le même Ngannou bourrin, tu vois. Daniel Cormier, il avait fait un petit. Tu vois, il a fait une genre de vidéo, un détail en gros sur la manière dont Francis Ngannou rentre sur Jairzinho. C'est même plus de la boxe. Ce qu'il veut, tu vois, il rentre les deux bras écartés. C'est vrai. Tu sais quoi, je suis d'accord. Maintenant, tu mets Jairzinho, qui est un striker qui lutte pas. C'est pas un lutteur. On est d'accord. Il sait pas faire de sol. Ça veut dire que le danger pour Francis face à un mec comme ça, comme n'importe qui, c'est de se faire striker sur la durée et face à un mec qui cogne assez fort mais qui est quand même un fin tacticien. Lui, il le sait, c'est un cogneur, Francis. Il sait qu'il a aucune chance de se faire amener au sol face à ce mec-là. Pourquoi veux-tu qu'il se casse la tête à boxer aérien? Il était exposé au contre. D'ailleurs, il s'est fait contrer même. Il s'est fait contrer. Arrête, il s'est fait contrer. Arrête, là, tu peux pas dire ça. On va pas rentrer dans l'analyse. Non, franchement, j'entends ce que tu dis, tu vois, mais il laisse des ouvertures dans son jeu, il n'est pas infaillible et tout. Mais quelle est la meilleure stratégie que de finir un combat en 18 secondes quand tu sais que tu peux l'éteindre? Parce que c'est ça aussi, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est que lui, dans sa tête, il sait qu'il va l'éteindre.
Et c'est ça qui est dangereux. Et tu vois, même si par exemple on voit que Gain a dominé, surclassé Rosenstruck sur 5x5, mais il a duré 25 minutes dans la cage avec lui. Et Ngannou n'a duré que 18 secondes avec Rosenstruck. Et il y a une grosse différence, tu vois. Donc voilà, je pense, attention quand même. Je pense que Francis, maintenant, il s'est adapté. Et moi, la crainte que j'ai pour Cyril Gain et dans ce combat, c'est que je me dis que Cyril, on l'a vu au sol et en lutte, bah, de toute manière, face aux adversaires qu'il avait, il n'avait pas trop d'intérêt à aller chercher ça. Et on a bien vu qu'il n'y avait pas une progression de malade. Et donc, je pense qu'il n'est pas. Gain ne prendra pas le risque d'aller casser la distance face à Ngannou pour l'amener en lutte, surtout dans les premiers rounds. Et donc, du coup, forcément, Ngannou va se sentir d'aller peut-être casser la distance de manière un peu non académique. Ouais. Et je pense que, parce qu'on Gain, face à tous les adversaires qu'il a pris pour l'instant, c'est des adversaires qui ne lui ont pas trop foncé dessus. Et on l'a vu quand Junior Dos Santos, au deuxième round, il revient un peu fort sur Cyril, même s'il tape pas fort, il arrive à toucher Cyril. Et on sait que Ngannou, quand il touche, il couche. Donc c'est pour ça que je dis attention. Vraiment attention à la douche froide. Un gros combat à venir en tout cas. On enchaîne sur Cédric Doumbé pour sa transition MMA. Moi, j'ai vu que ça a fait un petit peu l'actualité ces derniers jours. J'étais pas surpris parce qu'en fait, Cédric Doumbé, je le suis quand même depuis un petit moment. Il l'avait déjà annoncé. Mais après, bon, peut-être que c'était pas officiel comme là, il l'a dit là. Mais ça m'a pas surpris. Ça m'a pas vraiment surpris parce qu'il avait déjà effectué un stage à l'AEK il y a quelques années. Et il avait intégré à un moment donné le MMA Factory. Bah, d'ailleurs, je crois que tu étais à ce moment-là, non? Non, justement, moi, je venais de partir. Après, je sais qu'il était au Factory et je sais qu'après, avec Lopez, ça ne l'a pas fait. Donc, il est parti du Factory. Donc, voilà, j'avais vu quelques vidéos sparring où il tournait à l'époque avec Nassour, etc. C'était pas mal. Maintenant, ce que je pense de ça, c'est que Doumbé, il vient en MMA et c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui est très suivi. Donc, encore une fois, ça va faire un apport médiatique. Ça peut être que positif pour le MMA. C'est un gros trash talker. C'est quelqu'un qui aime bien ça, qui vend bien ses combats. Après, ce qui m'énerve plus autour de ça, et c'est quand lui, il est toujours dans son rôle en disant je vais aller chercher la ceinture du UFC, etc. Et c'est plus les gens qui le comparent, par exemple, à Adesanya. Ouais, si Adesanya l'a fait, Doumbé peut le faire. Sauf que les gens, ils oublient qu'Adesanya, ils ont pratiquement le même âge. Adesanya, il a 3 ans de plus que Doumbé. Sauf qu'Adesanya, son premier combat de MMA, il l'a fait en 2012. Et que Doumbé, il arrive, et l'Île-de-France, c'est quand même assez petit. Et que Doumbé, depuis le MMA Factory, on l'a vu dans aucune salle de MMA, tu vois. Donc peut-être qu'il s'est entraîné au sol. Il s'est peut-être entraîné au sol, je dis pas, il s'est peut-être entraîné en lutte. Ouais, il s'entraînait, même je crois qu'il s'entraîne toujours avec Mehdi Othman au sol, là, il me semble, au KFBC, un truc comme ça. Donc tu vois, je dis pas qu'il s'entraîne pas, mais à un moment donné, il faut faire des liaisons. Et on le sait, ce qui marche le plus, c'est les liaisons. Et si tu n'as pas de sparring MMA en face de toi, tu peux faire du sol. Pour faire du sol, ça sera pas du sol MMA, c'est pas du sol avec les frappes, c'est pas du sol avec la fatigue de la lutte. Donc à un moment donné, il faudra qu'il liaisonne. Et pour ça, il faut quand même qu'il s'entoure des bons sparring. Et pour l'instant, je le vois dans aucune salle de France. Donc, et sans parler directement du grade de l'UFC, tu penses qu'il peut faire quelque chose en MMA? Parce que moi, ouais, clairement. Ouais, stylistiquement, je trouve que tu vois, il n'a pas un pied-point genre de classique comme ils font au Glory en général, genre 1-2, je bloque à moi, à toi, à moi, tu vois. Il a vraiment un style particulier, je trouve, qui est peut-être beaucoup plus adapté au MMA. Et en plus, de ce que j'ai entendu, il avait apparemment une bonne défense de lutte naturelle. Et en tout cas, j'ai entendu que du bon de lui. Dès qu'il arrive au MMA, il n'a pas eu du mal comme certaines personnes, tu vois, exactement, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. D'ailleurs, hier, il y a Murtel, son grand adversaire, on va dire, du Glory, qui a fait ses débuts en MMA. J'ai assisté. Et j'aurais bien voulu. Après, ça m'a un petit peu étonné de le voir dans une petite orga comme le LFL, tu vois. C'est une orga hollandaise qui est à sa troisième édition. Et en fait, genre, je m'attendais vraiment à ce
à ce qu'il passe directement dans la cour des grands. Tu vois, par exemple, Gokhan Saki qui sort du Glory, qui signe directement à l'UFC. Bah, moi, je m'attendais vraiment à voir un mec comme Murtel ou même Cédric Doumbé. Hein. Ça ne m'étonnerait pas si demain, directement, il signe à l'UFC. Je sais pas ce que tu en Non, penses. je crois pas. Doumbé, je pense qu'il va devoir, déjà, il va passer par la case France. Donc, s'il passe par la case France, on le sait avec le fait de professionnel élite 1, élite, Mais parce que maintenant il y a deux élites. apparemment, apparemment, bon, après, je connais pas les règles. Je pense que tu es mieux renseigné que moi, mais quand tu as un gros Non, background, non, non? c'est chez les poids lourds. Quand tu passes, Ok. quand tu passes même chez les poids légers et tout, il n'y a pas de, tu dois se combattre contre des mecs qui sont comme toi, qui ont à la rigueur soit 4 combats de plus que toi, mais ou de moins que toi. Donc tu vois, il pourra pas affronter un adversaire qui a plus que 4 combats. Et il va devoir passer un certificat de capacité, donc c'est le truc qui dit qu'il peut se relever, etc. Bon, un truc ballot. Mais pour en revenir à Doumbé, donc déjà, je pense que son premier combat, il va le faire en France. Son premier combat, il va être hyper accessible parce que le palmarès fait qu'il va affronter un mec qui malheureusement n'aura pas son niveau, puisque lui, il a quand même un niveau de malade en termes de pied-point. Les galas avec pression, il connaît la pression. Il a quand même combattu plusieurs fois pour une ceinture. Enfin voilà, c'est un champion, c'est un génie du pied-point. Après, ses points forts, c'est qu'il a une boxe plutôt de kicker, donc c'est quelque chose qui est directement transposable au MMA parce que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, il a la science de la distance. Voilà. Alors après, en MMA, c'est sûr qu'il y a des phases dans lesquelles il aime bien se retrouver habituellement. Et là, ça va être plus compliqué pour lui, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup mettre des crochets courts et coller sur ses fins de combat. Et là, le problème, c'est que s'il face à quelqu'un de très bon lutteur qui va aller le chercher en gréco, ça va être compliqué pour lui. Mais non, je pense qu'il peut faire une carrière. Je pense sincèrement qu'il peut même aller à l'UFC. Et par contre, aller chercher la ceinture, sincèrement, je ne le crois pas du tout. Après, sur le long terme, c'est toujours envisageable. Après, non, j'y crois pas. J'y crois pas, Ibi. Il suffit de regarder un peu ce qu'il y a en face à 77 kilos. En plus, il est dans une catégorie quand même qui est très difficile. En fait, c'est ça que je me demandais parce que je sais que et regarde, pas un gros Ibi, sans aller beaucoup plus loin que ça, aujourd'hui, tu as un mec comme Benoît Saint-Denis qui vient de signer à l'UFC à 77 et en plus qui va descendre à 70. Et tu as Doumbé qui signe en MMA. Si les deux étaient amenés à se retrouver à l'UFC à 77, je peux t'assurer que Benoît Saint-Denis a beaucoup plus de chances d'emporter le combat. Ouais, bien sûr, logiquement. Mais c'est même pas. Donc c'est pour ça que je te dis attention à pas non plus. Auquel l'UFC il peut gagner des combats là-bas, je dis pas, il peut faire des beaux combats, mais pour la ceinture, quand tu vois les Covington, quand tu vois les Ousmane, etc. Bon bah t'as vite compris que ça va être très compliqué pour lui. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, même face à des mecs comme Thompson et tout, tu vois, c'est des gars qui sont. Ouais, mais après là, c'est comparer directement au top de l'UFC, sachant que. Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est parce que c'est de ça dont on parle. C'est de dire est-ce que Doumbé a le niveau pour faire du MMA? La réponse est oui. Est-ce que Doumbé peut aller chercher la ceinture du MMA? La réponse est non. C'est non. C'est non. On verra en tout cas, on lui souhaite que du bon dans sa nouvelle relation. La nouvelle actu. J'ai pris le sujet en tête. Je crois que c'est pour les MMAGP. Ouais, bah MMAGP, justement, je venais de voir là que il y avait un nouveau combat qui a été placé. Et c'est pas un cadeau qu'ils font. J'ai vu que l'adversaire de Benzé s'était retiré. Donc on en avait un peu parlé. C'est un adversaire qui était normalement outsider parce que Benzé était pour moi supérieur. Et là, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est son adversaire s'est blessé et c'est Coleman Day qui reprend le combat. Ok. Et donc Benzé va affronter Coleman. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas un cadeau pour Benzé. En plus, on le sait, Coleman, il sort d'une grosse prépa parce qu'il a combattu au Cage Warrior. Il s'est incliné à la décision face à l'adversaire qui avait battu Jean Ndoye. Donc, c'était un adversaire assez solide. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas un cadeau pour Benzé. J'ai vu la nouvelle là qui est tombée. Et j'ai vu aussi le combat main event qui a été changé. Donc, il y a comment dirais-je, Alioune qui devait affronter un Brésilien qui était pas si mal, qui était classé. Bon, le Brésilien, pareil, n'est pas là. Donc, je peux pas te dire les explications. Mais ils l'ont remplacé par un autre Brésilien qui a 18. Là, il est sur ses 5 derniers combats, il est sur 3 défaites. Il n'est pas classé. Il n'a pas combattu depuis 2018.
Il est sur 2 défaites consécutives. Bon, bah, clairement, je pense que pour Alioune, ça va être normalement quelque chose de, comment dirais-je, comment on dit? Une victoire évidente, quoi. Ouais, voilà, une évidence. Ensuite, après, sur la carte du MMAGP, moi, j'ai 2 combats sur lesquels, enfin, maintenant, j'ai 3 combats j'encadre et que j'invite à regarder. C'est le combat Morgan, Morgan qui combat Maxime Dumas. Ouais. C'est 2,77 kilos. Alors, il débute dans le MMA, mais ça va être un gros combat, ça va être équilibré. J'ai ensuite le combat, du coup, Benzé qui combat contre Coleman, parce que ça va être un beau combat, même si Coleman, on le sait, est quelqu'un de très dur et d'expérience. Ça va être dur pour Benzé, mais ça va être un super beau combat. Et ensuite, il y a le combat de bonhomme, que j'appelle le combat de bonhomme. Moi, c'est Cheikhone contre Patrick Vallée. Donc, un combat d'ancien, un beau combat. Ouais, moi, c'est aussi mon coup de cœur si je devais choisir un combat. Surtout que Cheikhone, c'était il y a quelques années en arrière. C'était vraiment le prospect qui était le plus en place, chez les 84 en tout cas, d'aller à l'UFC. Après, malheureusement, il me semble qu'il avait suivi 5 ou 6 défaites d'affilée. Mais en tout cas, moi, à l'époque où je commençais le MMA, j'avais jamais encore combattu. C'était vraiment. Ça parlait vraiment de lui, comme le futur prospect qui était en phase d'aller à l'UFC, je crois, après avoir récupéré la saison du Bama. Après, voilà, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé derrière. Et Patrick Vallée, bah, c'est un guerrier. C'est un guerrier et ça va être un gros combat en tout cas. Vraiment, ça va être un gros combat. D'ailleurs, Patrick Vallée, ouais, qui a mis, je me souviens, au 100% fight, à l'époque, moi, j'avais pas commencé le MMA, qui avait mis 2 fois KO Lopez, Fernand Lopez, le coach du Factory, 2 gros KO. Derrière, là, il était revenu il y a pas si longtemps que ça, Patrick Vallée, qui avait mis un KO magnifique à Jonathan Bouzecu. Ouais, je me rappelle. Et Cheikhone, tu l'as dit, Cheikhone, on le sait de quoi il est capable, parce qu'il faut pas oublier que c'était une star, une véritable star, Obama. Ouais. Malheureusement, sur une défense de titre qui devait l'amener à la signature d'un contrat à l'UFC, bah, il a perdu. Derrière, il a changé de gym, il est venu au Factory, et c'est là un peu que la descente aux enfers a commencé pour lui. Il a enchaîné des défaites, ensuite il a rechangé de gym, et il a re-signé une victoire, et derrière, il a re-signé des défaites. Donc, compliqué le comeback de Cheikhone, et on l'attend avec impatience parce qu'en fait, on sait de quoi il est capable. On sait qu'il est dangereux. Mais il me semble qu'il n'a pas signé de victoire depuis, non? Je crois qu'il est sur 5 défaites d'affilée. Ouais, c'est ça, 5 défaites d'affilée. Il avait notamment perdu aussi, il n'a pas pris des cadeaux, hein, parce qu'il avait perdu contre Walker. Tu sais, Walker, celui qui combat l'UFC. Ouais, c'était à l'European Beatdown, ouais, j'avais assisté à ce combat. Ouais. Il avait combattu en moins de 93 au beatdown contre lui. Ça y est. Donc, tu vois, il a pris des gars solides hein, quand même. Bien sûr. Mais effectivement, il a pas signé de victoire depuis longtemps. Je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité, Mika, à part si j'ai oublié quelques sujets. Non, après, j'ai juste sur les orgas françaises. Parce que souvent, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses des orgas françaises? Comment tu vois la chose? Et en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que dans les organisations françaises, il faut comprendre aussi comment elles gagnent leur argent, tu vois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les cartes de l'UFC et que les gens disent, ouais, on sait pas faire. Mais c'est pas que les gens ne savent pas faire, c'est que les gens n'ont pas l'argent pour faire. Donc, il faut bien qu'ils comprennent en fait que les gens, il va y avoir en France des organisations qui vont être locales, c'est-à-dire qu'ils vont organiser d'un point de vue local et qui vont faire venir les combattants locaux, donc des combattants beaucoup qui vont être sur le circuit amateur ou début pro. Il va y avoir ensuite des organisations, on va dire régionales, qui vont organiser sur la région, donc un peu plus gros, qui vont organiser, voilà, avec des combattants peut-être. Ils vont faire venir juste pour le main event des combattants qui viennent d'un peu plus partout dans la France, etc. Et il va y avoir des organisations nationales, en fait, au régime national, voire pourquoi pas international, qui vont organiser partout dans la France. Aujourd'hui, on le voit comment ça se passe. On a le ARES qui se positionne comme une organisation qui va organiser partout dans la France et peut-être partout dans le monde. On a l'Hexagone qui, eux, ont pour stratégie d'organiser partout dans la France. En termes de moyens, désolé, je te coupe, mais en termes de moyens, je pense que c'est une orga qui ont les moyens. Mais après, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ne jouent pas trop sur la com. Tu sais, leur premier événement, je crois qu'ils l'ont annoncé 1 ou 2 mois
avant l'événement. Et pour un premier événement, sans faire de com, prendre je crois qu'ils avaient pris l'U-Arena, je crois. Je pense qu'il faut avoir les moyens. Et je sais que ce sont des gros investisseurs. Par contre, ils sont très sélectifs sur la carte. Tu sais, ils font, là, ils sont à leur deuxième événement. Je crois qu'il n'y a que 6 ou 8 combats maximum. Donc, je ne sais pas trop comment eux, ils raisonnent. Pourtant, ils ont l'air d'être ambitieux. Mais par contre, au niveau de la com, ils sont pas trop. Ils sont très sélectifs aussi, apparemment. Tu vois, au niveau des combats et tout. Je sais pas ce que tu en Moi, penses, toi. ce que je propose, c'est de faire un point sur l'Hexagone. On pourra le faire parce qu'en plus, ils ont une carte qui arrive bientôt la semaine prochaine Ouais. pour traiter le sujet. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que sur les organisations internationales, nationales, l'organisateur, il gagne de l'argent avec le ticketing. Ça veut dire que c'est les ventes de places. Et il peut essayer de toucher un peu de pay-per-view. Ce qui est très difficile à faire, vendre du pay-per-view. Alors que dans les organisations régionales et locales, on a souvent des organisations en fait qui ne vivent qu'avec le ticketing. Et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas des grosses cartes. C'est parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que si les gens ne se déplacent pas, c'est-à-dire que si tu as moins de 2000 personnes en moyenne 30 € la place, bah le mec il gagne 60 000 € plus un peu de subvention, plus la buvette et tout, tu vois, il a comme entrée d'argent 80 000 € pour organiser son gala. Et c'est très difficile d'organiser un gala avec 80 000 € et de faire une belle carte. Donc c'est pour ça que souvent j'entends les gens se plaindre et dire ouais, en France on n'a pas les moyens d'eux et tout, mais c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est que quand on propose des pay-per-view à 5 €, personne les achète. Quand on propose une place à 30 €, personne les achète. Donc tu vois, c'est difficile aussi derrière de faire des belles cartes et de proposer des belles choses. Ouais, après, je pense que on n'est pas encore habitué parce que là, quand je regarde, il y aura les MMAGP cette semaine. Après, il va suivre l'Hexagone. Non, le 100% Fight, il y aura le 100% Fight déjà. Après, le lendemain, il y aura l'Hexagone. Tout ça sur Paris, toi, c'est une première pour nous. Donc, je pense qu'au fil du temps, les gens ils vont commencer à s'y habituer. Et je pense à moins chipoter pour payer. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas au Bidden, le Belgian Bidden, qui a été une grosse terre d'accueil pour la France, ouais. Eux, quand tu vois leur modèle économique, ça marche. Déjà, leur événement, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux événements d'Europe. Hein. Quand tu regardes bien autour de toi. Quand tu parles de modèle économique, c'est quoi que tu veux dire? Bah parce que eux ne vendent pas de pay-per-view, ils ne vendent que sur le ticketing. Eux, le modèle économique de l'organisation fait qu'ils prennent une grosse salle, mais la salle, ils arrivent à la remplir parce qu'ils prennent beaucoup de combattants qui sont locaux autour de la salle. Mais du coup, ils arrivent à organiser un événement de très grande qualité. Par contre, l'effet pervers de ça, c'est que sur la carte, tu as souvent que des locaux. Tu vas rarement avoir un combat international ou un roadster avec un vrai roadster, tu vois, qui performe. Non, eux, leur but, c'est de placer les locaux parce que c'est eux qui leur ramènent les tickets. Donc, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que l'organisateur, à quoi il est confronté et avec quoi il gagne de l'argent. Parce que c'est compliqué après de critiquer ou d'être dans la critique tout simplement parce que c'est pas si facile que ça. Ok. Je voulais finir avec la dernière annonce qui a été faite là, Qatar contre Shikadze. Je voulais qu'on en parle et qu'on finisse là-dessus. Ouais, on peut en parler. Après ça, c'est dans longtemps quand même. C'est un combat qui revient dans longtemps. Non, je crois qu'il est organisé pour le 15 janvier. Non, ouais. C'est survoler le combat sans rentrer dans l'analyse. Je trouve que c'est un gros combat pour Shikadze. Un petit peu relou pour Calvin Qatar. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, en fait, Qatar, il avait deux choix. Soit il va vers l'avant, c'est-à-dire qu'il retrash talk pour monter. Ouais. On le sait, il a eu une guerre quand même difficile avec Holloway, ça a été compliqué pour lui. Puis Holloway, il peut pas griller la priorité à la Panthère et tout. Enfin, donc tu vois, en fait, on le voit très clairement. Tu l'as dit pour le title fight, on a déjà un combat qui est organisé. Ouais. Donc lui, s'il veut rester actif et qu'il veut se positionner pour la suite, bah, il n'a pas le choix. Soit il va de l'avant et il trash talk, comment ça s'appelle, Ortega. Ça veut dire, mais Ortega, je pense qu'il a besoin de convalescence. Ou soit il prend ce qui pousse derrière et bah, c'est Shikadze qui arrive, quoi. Donc c'est un combat qui paraît logique, mais c'est vrai que pour Qatar, c'est pas le top du top parce que s'il gagne, bah, il se maintient. Ouais. Et s'il perd, il dégringole. Donc c'est sûr qu'il y a un risque. Et pour en revenir rapidement au niveau de l'aspect technique,
La dernière fois que Khalil Qatar il a combattu, c'était contre Max Holloway. Il y avait le record de frappe significative. Et toi-même, on en parlait en off. Tu disais que parfois, lorsque tu fais un combat de cette manière-là, c'est difficile de revenir à son niveau. Et surtout qu'on sait que Chikadze, c'est un très très gros striker. Donc c'est là où je me dis que ça peut être compliqué pour Qatar. Après, Surtout que c'est pas du tout le même style quand même. Ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un très gros striker. Et on l'a vu face à Barboza, qui pour moi est l'une des boxes les plus dangereuses de l'UFC. Mais effectivement, ça va être un gros combat pour lui. On ne sait pas dans quel état d'esprit il va revenir. Et surtout, moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que des combats comme ça, tu peux pas en faire 10 dans ta carrière, hein, voire 5 même. Je suis... Merci à toi, Mika. C'était tout pour cette semaine. On se voit lundi prochain. Vas-y, AB. Merci à tous. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, dire ce que vous en pensez. Vas-y, AB. Soigne-toi. Ciao.